Bonsoir à toutes et tous. Alors, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux et à vous être inscrits à cette rencontre débat en ligne. Je laisserai ensuite la charge à Isabelle et à Françoise qui ont préparé cette rencontre de vous dire exactement le déroulement. Mais quelques petits éléments avant de commencer. Donc, je suis Viviane Youx, présidente de la FEF. Donc, c'est la FEF qui organise cette rencontre. Rassurez-vous, vous recevrez au plus tard, demain matin, des informations sur la FEF et sur son fonctionnement, ses besoins. Cette rencontre va être enregistrée, elle sera mise en ligne sur YouTube dès demain matin aussi. Quelques petits éléments. Donc, coupez bien vos micros quand vous ne parlez pas, parce que sinon, on a des bruits parasites qui sont insupportables. Et d'autre part, pour prendre la parole, comme nous sommes très nombreux, je vous demanderai de prendre votre tour d'en converser, de manière à ce que nous puissions tous savoir qui veut parler. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Isabelle ou à Françoise qui commence. C'est moi qui vais commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Isabelle Henry, je suis secrétaire de la FEF et également formatrice dans l'Académie de Caen. Donc, je vais déjà présenter la raison qui nous a fait proposer cette rencontre aujourd'hui, qui repose d'abord sur des constats extrêmement répandus, qu'on soit enseignant en premier degré, au collège, au lycée particulièrement, lycée professionnel, de la difficulté que les élèves éprouvent pour lire des textes qui sont dits classiques et pour lire également intégralement des œuvres littéraires. Par ailleurs, on constate que les programmes, quel que soit le niveau, sont très centrés sur une littérature classique. Et on peut prendre pour exemple le programme de français de première, dont on aura un exemple tout à l'heure avec Hélène. Si on prend la liste des œuvres qui sont au programme et celles qui vont arriver au programme l'année prochaine, on a des œuvres extrêmement patrimoniales, extrêmement complexes, dont on fait le constat qu'elles ont été toutes dans les 10 dernières années à peu près au programme de l'agrégation. Je ne sais pas si c'est un hasard, une coïncidence, mais en tout cas, voilà les constats qu'on peut établir et que donc elles posent un certain nombre de questions aux enseignants qui doivent travailler avec ces œuvres et aux élèves qui doivent les lire. Ces œuvres en jeu le rapport à la langue littéraire que peuvent avoir les élèves, les représentations du monde que ces œuvres mettent en évidence, qui sont souvent éloignées de l'univers de référence des élèves et dans lesquels ils peuvent avoir beaucoup de mal aussi à se projeter. Le découragement que l'on constate face à la longueur, à la densité des textes et plus généralement un espèce de délaissement de l'acte de lire, qui est un acte solitaire, donc à un âge où on a envie d'être avec les autres, donc l'acte solitaire de la lecture contre les réseaux sociaux, qui est difficile au plan cognitif, et puis des élèves qui ont de multiples sollicitations auxquelles ils veulent aussi répondre. Donc, nous sommes partis pour cet après-midi de deux questions qui nous ont semblé vraiment importantes, qui sont d'abord comment permettre aux élèves d'entrer en lecture dans des œuvres exigeantes. Et deuxième question, comment leur faire prendre conscience que la distance qu'ils ressentent entre eux et les œuvres n'est pas si infranchissable et que ces œuvres peuvent aussi leur parler, ce qui va poser la question de l'actualisation de ces œuvres. On a sollicité deux collègues qui vont nous présenter leur manière à eux d'entrer dans les œuvres. Tout d'abord, Hélène Pommier, donc, qui enseigne au lycée Pilote Innovant International près de Poitiers, qui va nous parler d'une pratique qu'elle utilise depuis longtemps, et notamment donc, sur les mémoires d'Adrien avec sa classe de première. Je la laisserai prononcer le mot quasi interdit sur certains réseaux sociaux, mais voilà, ce sera la surprise. Et puis Loïc Seillier-Ravenel, qui est enseignant, lui, en lycée professionnel à Limay, dans l'Académie de Versailles, et qui va nous proposer un exemple de lecture actualisante du poème de Dubélé, Heureux qui comme Ulysse. Voilà, qu'il travaille avec une classe de CAP. Après ces deux présentations,
qui vont durer chacune à peu près 10 minutes. On a prévu de vous laisser un temps de questions en fait, à leur poser, de compléments qu'ils pourront apporter, et puis après un temps d'échange pour qu'on puisse partager nos difficultés, aussi nos différentes expériences en classe et approfondir la réflexion. Nous avons également convié à cette rencontre Sylviane Haar, qui a beaucoup écrit sur la lecture, particulièrement la lecture littéraire. On peut signaler notamment un ouvrage qu'elle a dirigé, Formé à la lecture littéraire. Elle a écrit sur les carnets de lecture, voilà. Et donc, on lui a demandé d'être présente pour pouvoir nous aider à mettre aussi en perspective des pratiques ou des difficultés que nous rencontrons. Et donc, elle interviendra évidemment quand elle le souhaite au fil des échanges. Et puis, on lui réservera aussi un temps avant la fin de la séance pour qu'elle puisse nous éclairer, nous apporter des perspectives pour la suite. Voilà le déroulement de cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Françoise, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pour vendredi à 17h15, c'est bon? Sinon, on va démarrer. Et la semaine prochaine? Commencer donc par Hélène. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Hélène Pommier, je suis enseignante en français au LP2I, le lycée pilote innovant international, nom que je n'assume pas beaucoup, mais qui n'est pas issu de mon choix. Hein. Ce lycée n'est pas plus pilote qu'un autre. Hein. Enfin, il est expérimental. Je préfère nettement cette nomination. On fait partie de la FESPI, la Fédération des établissements du service public innovant, tout comme Hérouville-Saint-Clair, comme le lycée autogéré de Paris. C'est un lycée ou d'autres. Hein, il y a des collèges, il y a des lycées. Nous sommes peu. Il y a à peine une vingtaine d'établissements, écoles, collèges, lycées confondus. Je suis professeure cette année en seconde et en première et à mi-temps, puisque je suis aussi élue pour la première fois en tant qu'adjointe éducation à la ville de Poitiers. Vous avez peut-être entendu parler de Poitiers collectif. Je le souligne, non pas pour me vanter, même si j'en suis très fière, mais aussi pour prononcer le mot collectif, parce que je pense que cette question du sentiment d'infranchissable qu'ont nos élèves devant ces œuvres renvoie beaucoup à leur solitude, à la solitude de l'acte de lecture, qu'on a sans doute tous et toutes éprouvé étant adolescents, quand un professeur ou une professeure nous disait vous lirez Phèdre dans 3 semaines et vous aurez un questionnaire de lecture. C'est une pratique dont je ne suis pas adepte, même si elle peut se défendre, et puis même si j'ai pu la pratiquer par moments, et puis même si je fais encore des tests de lecture. Donc, j'ai une classe, là je vais vous parler d'une expérience que j'ai menée il y a 1 mois et demi à peu près. Quand Isabelle disait que je la menais depuis longtemps, c'est pas tout à fait exact. Hein. C'est depuis 3-4 ans que je fais ce qu'on appelle de l'arpentage avec mes lectures, avec mes élèves. Et j'ai découvert cette pratique dans un cadre qui n'était pas celui de l'école, mais dans le cadre des CMEA, Centre d'éducation aux méthodes d'éducation, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, où je suis militante depuis quelques années. La classe de français que j'ai cette année, ils sont 34 et j'ai des élèves, c'est une classe très hétérogène. J'ai un élève qui a à peu près un niveau CE2, CM1, je dirais, en lecture et en écriture, qui par ailleurs est relativement à l'aise dans le domaine scientifique. J'ai des élèves brillants. Voilà, je prends un peu les deux cas, mais voilà, c'est une classe hétérogène en français. D'abord, sur le choix du livre que j'ai fait, je leur dis pourquoi j'ai choisi les Mémoires d'Adrien. J'ai choisi les Mémoires d'Adrien parmi les 3 romans proposés au programme parce que je l'ai lu moi-même à 19 ans, que j'ai adoré cette lecture. Pour tout vous dire, aujourd'hui, je trouve ce texte un peu poussiéreux et il ne me fait pas le même effet qu'il m'a fait à cet âge-là.
En revanche, je suis toujours très admirative de la personne, Marguerite Yourcenar. Et c'est un élément qui me fait penser que parfois, quand on a des vidéos, des audios, des écrits, des personnes écrivains, ça peut être bien aussi de leur faire rencontrer l'auteur ou l'autrice, parce que ce sont des gens. Voilà. Comment j'ai fait, je regarde le temps, hein, je vais faire attention, Isabelle. Comment j'ai fait quand j'ai commencé ma séquence sur le roman. Donc j'avais fait d'abord la poésie, Apollinaire. Et là, le problème de lecture, c'était moins posé, évidemment, parce que c'est plus facile de lire 3-4 poèmes quand on a 2 heures. Et au bout du compte, je leur disais que par rapport à notre parcours, c'était peut-être pas utile qu'ils lisent tout, que la poésie se lisait rarement, en vrai, en dehors de l'école, in extenso, du début à la fin. Et à la fois, je désacralise cet acte de lecture en disant que vous n'avez pas à lire un livre du début à la fin, de A à Z, avec revue et questionnaire de lecture. Et en même temps, je la sacralise parce que je trouve que c'est un endroit de sacralisation que la lecture et que le fait d'apprendre. En tout cas, pour cette deuxième séquence de l'année, j'ai d'abord commencé par le groupement de textes, par Pérec, le faux pacte autobiographique, pour en revenir sur cette appellation, c'est aussi un vrai pacte autobiographique de W, Soi-même comme un autre, et puis par Annie Ernaux, Nos années comme autobiographie collective et générationnelle, et pour leur laisser le temps d'acheter le livre Les Mémoires d'Adrien, pour leur laisser le temps de le toucher, de l'avoir. Et puis un jour, je leur ai dit, voilà, on va se donner rendez-vous dans une classe où on n'a pas cours d'habitude, qui est une classe spécifique au lycée, une classe qu'on appelle la future Classroom Lab, avec des poufs, des chaises roulantes. Voilà, c'est une classe qu'on a. J'aurais pu faire ça ailleurs, j'aurais pu faire ça dehors, puisqu'en début d'année, j'ai pas mal expérimenté l'école dehors aussi. Et en poésie, à l'automne, c'était pas mal pour Apollinaire. Mais bon, je me suis connectée, j'arrive. Je ne m'égare pas. Donc, c'était un peu la surprise. Pourquoi la prof, elle avait réservé la FCL, que les élèves connaissent, hein, mais voilà. Et puis, lors de cette séance de 2 heures, je leur ai dit qu'on allait faire un arpentage. Je leur ai expliqué le peu d'informations qu'on a sur l'arpentage. Enfin, je leur ai donné ce peu d'informations. Je leur ai expliqué l'origine historique. L'arpentage est, d'après quelques écrits qu'on a, très peu, l'arpentage est né dans les écoles ouvrières de la moitié du 19e à peu près, suite à la révolution industrielle. Les ouvriers, en même temps que la naissance des syndicats, des écoles ouvrières, etc., ont ressenti le besoin de lire des œuvres théoriques, politiques, syndicales, philosophiques, auxquelles leur niveau scolaire, entre guillemets, ne leur permettait sans doute pas d'accéder individuellement. Et les premières pratiques d'arpentage dont on a connaissance, même si très peu d'universitaires se sont penchés sur cette pratique de lecture, datent de cette période. Il s'agissait pour eux donc de se retrouver sur des temps de non-travail, le soir par exemple, de prendre un livre et de physiquement le partager, le déchirer et de se donner quelques pages chacun, et puis de travailler là-dessus, d'échanger sur leur lecture, leur questionnement. Tiens, j'ai rencontré cette notion aussi dans mon passage, etc. Deuxième témoignage qu'on a de l'arpentage, c'est dans le Vercors, dans le massif du Vercors, dans les réseaux de résistance, où là aussi, les résistants, d'abord, ils avaient pas mal de temps devant eux. Je ne dis pas qu'ils étaient des feignants comme les profs, mais ils avaient du temps d'attente, d'inquiétude, d'angoisse. Et puis, parallèlement à la lutte armée, il y avait aussi cette nécessité de la lutte intellectuelle, de la lutte par la pensée, par la réflexion, et puis par ce qui crée du collectif et de l'acculturation commune, je dirais. Donc, j'explique tout ça à mes élèves et voilà ce que c'est que l'arpentage. Donc, on va en faire un. Attendez, madame, qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire que vous allez déchirer le livre. Je dis, attendez, je ne réponds pas trop. Donc,
je compte le nombre de pages. Là, j'en ai 364, puisque j'inclus aussi dans les mémoires d'Adrien les notes et les carnets de notes des mémoires d'Adrien, qui sont aussi au programme. Je dis, voyons combien il y a de présents. Je prends ma calculatrice. Ouais, OK, ça fait entre 12 et 14 pages chacun. Et puis là, je prends mon œuvre. Et puis, vous voyez, à partir de la première page, je déchire 6 pages, ce qui fait 6 feuilles, ce qui fait 12 pages par élève. Et puis, je les distribue de manière très anarchique, exprès. Hein. Ils sont sur des petites chaises roulantes. Là encore, la première fois que j'ai fait un arpentage, c'était sur le maître ignorant de Rancière. Et ce n'était pas du tout dans une salle bien équipée. C'était sur une pelouse à Grenoble, de l'université de Grenoble. Donc, ils sont toujours un peu surpris. Et moi, je leur dis toujours cette formule que j'aime bien. Je dis, mais vous savez, un livre, ça se partage, c'est comme une hostie. Mais c'est notre hostie à nous. Et puis, on en aura chacun un morceau. Et puis, vous le garderez parce que pendant le mois et demi, les 2 mois de séquences qui vont durer, vous serez la pièce du puzzle. C'est un exemplaire que j'ai acheté de mon côté. Donc, je m'achète toujours un exemplaire en plus tous les ans, en dehors de celui que j'ai depuis mes 19 ans. Et je cherche cet exemplaire et je le distribue à chacun. Donc là, on est dans un face-à-face cours magistral, sauf que je ne parle pas beaucoup, hein, j'agis juste. Et puis, je leur demande de se disperser. Et là, l'espace est intéressant parce qu'il est fluctuant. Donc, ils peuvent rester sur ces petites chaises, ils peuvent aller se coucher par terre, aller se mettre sur un pouf. Bref, ils s'isolent. C'est un moment d'isolement sur une dizaine de pages. Je leur demande, la consigne est assez large, je leur demande de surligner, d'annoter. En tout cas, je leur dis, vous aurez à rendre compte par écrit sur les murs de la classe. Cette classe a la spécificité d'offrir des murs où on peut entièrement écrire, des fenêtres sur lesquelles on peut entièrement écrire. Donc, beaucoup d'espace d'écriture. J'ai beaucoup de feutres et de woodies, les petits crayons en bois là. Et puis j'ai des paperboards, donc ça peut se faire aussi avec des grandes fiches de paperboard. Et puis donc quand ils ont fini leur temps de lecture, donc qui est temps de lecture, donc d'où ils ressortent des questions, des analyses, des informations, des sentiments aussi. J'énumère comme ça tout l'éventail des réceptions possibles. Et puis, s'ils n'ont pas compris, ils me redemandent, etc. J'éclaircis la consigne qui est large. Je dis, voilà, toi, tu as 12 pages que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que tu peux transformer? Ce qui était pas mal cette année aussi, contrairement à l'année dernière où j'avais commencé comme ça, c'est qu'on avait déjà fait la séquence sur Apollinaire et ils commençaient à avoir des outils d'analyse. Je leur disais, regardez l'écriture aussi, hein, soyez attentifs à la longueur des phrases, au lexique, à qui parle. On avait déjà ils avaient déjà quelques notions littéraires et de l'analyse et du lexique d'analyse littéraire. Il y avait celles et ceux qui ont lu très vite, qui ont commencé tout de suite à s'emparer d'un crayon, qui sont allés écrire. Ceux qui ont pris plus de temps, je leur ai dit, voilà, quand vous avez fini d'écrire, vous commencez à faire une déambulation dans les espaces de la classe. En fait, c'est 3 espaces séparés. C'est assez agréable que ce soit long, mais je le répète encore, ça peut tout à fait être dans un gymnase, sur des paperboards. Moi, j'ai n'importe quoi, hein, ça dépend combien on est. Et puis, donc, après avoir écrit, vous avez peut-être vu sur Twitter des photos. Hein, il y a ceux qui tombent sur l'épisode d'Amoureux d'Antinous, donc qui sont plus marqués peut-être par la question de la rencontre amoureuse, d'autres qui tombent sur l'épisode des notes, où Yourcenar nous dit qu'elle a des sources en allemand, en grec, en latin. Qu'est-ce que je peux en faire, madame? Je dis, déjà, tu peux peut-être. Moi, je passe, hein, je discute avec eux quand ils m'appellent en chuchotant. C'est un temps relativement calme. Et puis, quand cette phase de restitution par chacun et chacune et cette phase de déambulation de chacun et chacune est terminée, on refait un temps commun. J'essaie de faire ça en fait en 4 demi-heures. Et sur ce temps commun, on va faire des liens thématiques, on va faire des listes de personnages, on va remarquer des... autant il y en a au début qui vont dire c'est une lettre, puisqu'il s'adresse à Marc, il lui dit tu, et puis quelqu'un qui va dire moi j'ai pas du tout vu ça, parce que moi j'avais les carnets de notes des mémoires d'Adrien, et le jeu n'est pas du tout le même, donc on distingue déjà la présence des 3 textes, les mémoires d'Adrien, les carnets de notes des mémoires d'Adrien et les notes.
On va distinguer aussi l'époque, les lieux, les personnages, les relations, les thématiques et le style de Yourcenar aussi, hein, et puis, on se pose la question du genre. Alors, émergent beaucoup de questions à ce moment-là, mais pour moi, ce n'est c'est vraiment quelque chose d'une entrée dans la lecture, d'une entrée collective, mais qui va juste être liminaire à l'œuvre. On y reviendra par ailleurs, hein, parce que je leur dis bien de conserver chacun cette 10-15aine de pages, chacune cette 10-15aine de pages qui sont leurs morceaux. Donc ça, c'est la première phase. J'accélère un tout petit peu. Donc il y a l'arpentage. Le deuxième temps que j'ai trouvé cette année, là encore, j'ai tiré un petit peu l'entrée dans le livre. Madame, on doit le lire. Je dis comme vous voulez. Quand vous commencez à le sentir, vous voulez. Et c'est vrai que l'arpentage, ça suscite un horizon d'attente très fort quand même, hein, parce qu'ils échangent beaucoup entre eux. Et dans cette dernière demi-heure, je m'oblige à intervenir le moins possible dans ce qu'ils vont reconstituer ensemble de l'œuvre. Et puis cette année, j'ai testé quelque chose de nouveau, c'est que je faisais donc durer un peu en faisant des leçons sur les subordonnés, en faisant un petit groupement de texte sur le pacte autobiographique, etc. Et je leur ai demandé de faire un dossier sur les mémoires d'Adrien, Yourcenar et son œuvre. Et la feuille de route pour le dossier était extrêmement détaillée, ce qui les a conduits à me rendre des dossiers qui faisaient entre 15 et 20 pages. Je pourrais partager, je peux faire peut-être un partage d'écran rapide. Non, le partage d'écran est désactivé, mais je pourrais vous la donner. C'est un dossier de 2 pages où il fallait d'abord qu'il travaille sur Yourcenar et j'avais fait des zooms. Ses engagements, sa vie intime, pour moi c'était important. Genre, on ne va pas faire du people, mais c'est important que vous connaissiez la vie intime de cette femme, sa formation intellectuelle et ses voyages. Ils avaient l'obligation aussi d'insérer dans leur dossier qui était numérique une petite vidéo où Yourcenar parlait de la genèse des mémoires d'Adrien. J'avais ciblé, évidemment, je voulais qu'ils trouvent la vidéo de Lina où elle explique chez Pivot, quand elle est interviewée dans sa petite maison du Maine, comment elle avait construit sa légende de la genèse des mémoires d'Adrien. Je voulais qu'ils entendent cette femme, je voulais qu'ils la voient. Donc, ils ont été amenés à l'entendre et à la voir. Après, il y avait une partie sur les mémoires d'Adrien. Donc, l'entrée, c'était les personnages. Là, il fallait qu'ils trouvent des reproductions de statues. Là aussi, je travaillais sur la notion de légende et de source. Hein. Donc, les personnages des mémoires d'Adrien qu'on a croisés pendant l'arpentage, les personnages principaux. J'ai cherché sur Internet qui ils sont. Donc, Plotine, Sabine, Trajan, Antinoos, évidemment, Lucius, Hermogène, etc. etc. Il fallait qu'ils fassent le lien avec l'histoire des arts et les sculptures. Et puis, donc ce dossier, ça a vraiment été... il me disait, ah, mais madame, elle est trop cette meuf, quoi. Enfin, voilà, on l'a travaillé un peu en classe, 2 heures, et puis après, il fallait qu'ils finissent chez eux. J'ai particulièrement axé mon évaluation sur la webographie, bibliographie, parce que c'est pour moi un élément important. Ensuite, troisième temps pour les aider dans la lecture, j'ai consacré presque 3 quarts d'heure à une lecture collective en classe. Alors, pas collective, en fait, c'est moi qui lisais à voix haute. Et par moment, je m'interrompais pour commenter, ou ils pouvaient m'interrompre pour commenter. On a lu de cette manière les 25 premières pages. Voilà. Une lecture donc de ma part à haute voix, moi qui connais très bien ce livre, qui aime particulièrement ces 30 premières pages, et je ne me gênais pas pour intervenir en disant tiens, ce passage, je l'avais appris par cœur à votre âge, ou ah, mais madame, là, de quoi il parle, enfin, etc. Voilà, vraiment une lecture, un temps de lecture ensemble, tranquille. Et puis, dernier élément pour les faire entrer dans ce livre. Ça, c'est une chose que je fais un peu plus tard, quand déjà ils ont bien commencé. Et cette année, j'avoue que je suis particulièrement contente parce qu'après ces 3 premières phases, déjà presque la moitié de la classe avait lu le livre en entier. J'étais extrêmement étonnée. Il y avait eu une rencontre, je crois, avec Yourcenar, avec moi aussi, le mois de leur âge, qui avait qui avait découvert cette œuvre. Et puis, dernière chose que je n'ai pas encore faite, mais que j'ai fait l'année dernière et que je vais faire, parce qu'il y en a qui ont plus de mal, alors qui m'ont dit, moi je l'ai lu, mais par bribes. Je leur ai dit que la lecture in extenso n'était pas obligatoire
enfin, chronologique n'était pas obligatoire, mais je dis plus vous multiplierez les façons de rentrer dans l'œuvre, mieux ce sera pour vous. Ça peut être vous lisez 30 pages, vous lisez le passage que votre copain ou copine avait en arpentage, vous lisez le passage sur Plotine parce que vous avez trouvé sa statue. Alors, j'ai fait une chose qu'il ne faut pas faire, c'est que je leur ai fourni une version PDF craquée des mémoires d'Adrien, où ils pouvaient faire une recherche plein texte en mettant Plotine, par exemple, ou en mettant Sabine, ou en mettant Hermogène, ou en mettant Rome et Athènes, parce que j'ai leur expliqué que c'était aussi des personnages du roman. Et dernière chose, non, deux dernières choses, et je fais vite parce que je veille au temps et j'ai déjà dépassé mon temps. J'ai trouvé sur le groupe Facebook d'aide au nouveau programme un document fort intéressant partagé par une collègue qui s'appelle Mémoire d'Adrien Repère, qui fait 12 pages, qui est un PDF. Là aussi, je ne peux pas vous le partager, mais la collègue, c'est Marie Berrier, qui donne son mail, et je dis aux élèves, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est une collègue, nous avons un groupe d'entraide, elle s'appelle Marie Berrier, elle a, à partir de l'édition Gallimard collection Folio, donc les pages, il y a une seule édition, voilà, elle a diviser les 6 parties et puis repérer les pages, parce que certains me disaient mais j'ai tout lu, mais je me souviens plus maintenant dans quel passage Yourcenar parle de ça ou Adrien parle de ça. Donc je leur ai donné ce document. Et dernière chose, et j'en suis très très fière de ça, c'est un petit recueil de poèmes que je leur fais faire. Il s'appelait l'année dernière Cette passion d'orner puis de dépouiller notre âme. Et je leur donne la contrainte du poème de Jacques Jouet, le poème portrait. Alors, le poème portrait, vous ne voyez sans doute pas très bien ici, parce que ma caméra ne zoome pas sur le flou, enfin sur le trop près. C'est un poème de 11 vers libres. Il n'y a pas de rime obligatoire, mais par contre, il y a 11 démarreurs. Je vois, je sais, je remarque, je souligne, j'ignore, je pense, je suis sûre, je me demande, je parie, je refuse. Et le 11e vers doit commencer par « je vois » comme le premier. Et il doit être le même que le premier. Je leur ai donné une liste des personnages, des villes, Rome, Athènes, de thématiques, la mort, l'amour. Et ils devaient choisir dans cette liste et écrire ce poème à partir de ces 11 démarreurs, en mixant leur écriture et des phrases du roman. Et là, j'ai vu quelque chose d'assez chouette. Par exemple, un élève qui dit moi je vais faire sur Antinoos, je vais faire mon poème portrait à partir d'Antinoos. Et il se levait, qui est-ce qui avait des pages pendant l'arpentage sur Antinoos? Ah ben tiens, moi je les ai. Ah tiens, qui avait des pages sur Rome? Parce que moi je voudrais écrire le poème sur Rome. Et voilà, je pourrais vous l'envoyer puisque c'est un recueil que j'ai en PDF et que j'ai fait imprimer par les services de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque je ne savais pas que ça existait. Et je l'ai fait imprimer en couleur. Et j'ai 36 poèmes que j'ai chapitrés. Donc les poèmes portraits de Plotine, les poèmes portraits d'Hermogène, de Lucius, de Rome, d'Athènes. Ça marche. Voilà, j'arrête là en disant juste qu'on est en train ils viennent de me rendre une dissertation sur laquelle on a beaucoup travaillé. On s'est échangé les plans détaillés là aussi en les inscrivant partout sur les murs. Et les élèves qui proposaient des plans détaillés, les autres venaient les nourrir en exemple à partir de leur petite partie d'arpentage et à partir du repère partagé par notre collègue. Voilà. Et au bout du compte, vendredi dernier, ils avaient un devoir sur table qui était la même dissertation qu'ils avaient pu travailler, mais en 2 heures, il fallait qu'ils le rédigent uniquement avec le livre sous la main. J'ai dépassé un peu mon temps, j'en suis désolée. Merci beaucoup Hélène pour ce partage d'expérience sur lequel on ne va pas manquer de revenir tout à l'heure pendant les échanges. Et je vais tout de suite laisser la parole à Loïc, du coup, pour sa présentation. Puis après, on reviendra sur ces deux exemples. Voilà. Et son micro, vous m'entendez? Non. Donc, ton micro, Loïc. Ah.
Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Oui. Vous m'entendez là? Oui, oui. Ah, génial, pardon, j'ai eu un petit problème technique. Alors, eh bien, je démarre. Donc, moi, je suis Loïc Célé-Ravenel. Bonsoir à toutes et à tous. J'enseigne les lettres-histoire dans la voie professionnelle au lycée Condorcet de Limay, donc, qui est situé dans le bassin de Mantes-la-Jolie. L'expérience a été menée avec une classe de 12 élèves de CAP réservé EPC. Alors, EPC, ça veut dire équipier polyvalent du commerce. Ce sont d'anciens élèves en difficulté au collège et dont une partie vient de SECPA. Ils disent souvent ne pas aimer lire et beaucoup d'entre eux rencontrent de lourdes difficultés de compréhension et de concentration. C'est-à-dire que si on ne pique pas très rapidement leur curiosité ou si la tâche leur semble un petit peu difficile, eh bien, très rapidement, ils baissent les bras et ils n'entrent pas dans l'activité. Dans une séquence dont l'objet d'étude est se dire, s'affirmer et s'émanciper, donc ça, c'est la prescription du programme, j'ai proposé à mes élèves des textes courts, dont le poème qui va nous intéresser ce soir, Heureux qui comme Ulysse, de Joachim du Bellay. Mes objectifs étaient de proposer la lecture d'un poème du patrimoine littéraire, d'aborder aussi l'évocation de soi et de ses sentiments à travers un autre support, différent de ce que j'avais pu proposer au cours de la séquence. On a notamment travaillé sur les lettres intimes. Et enfin, Joachim du Bellay exprime des sentiments intemporels et universels. Je savais que ça allait toucher mes élèves et que ça allait les concerner. Alors, ayant déjà proposé la lecture de ce poème à d'autres classes des années précédentes, je savais qu'il plaisait aux élèves pour la beauté de la langue, pour les rimes, mais qu'il était difficile à la compréhension et qu'il pouvait en rebuter plus d'un. J'ai donc fait le choix cette année, avec cette classe, de ne pas donner tout de suite le poème et d'anticiper un des thèmes évoqués par du Bellay, le mal du pays, l'expression des regrets. J'ai posé aux élèves la question suivante. Alors, je cite, c'était une question à laquelle ils devaient répondre par écrit dans un premier temps. Donc, c'était « Avez-vous déjà regretté un lieu dans lequel vous vous sentiez bien, où vous avez passé de bons moments? Quel est ce lieu? Expliquez ce que vous regrettez précisément. » Alors, les élèves ont rédigé leurs réponses et puis nous en avons ensuite parlé ensemble, collectivement. Chacun a trouvé un lieu et a expliqué ce qu'il regrettait. Alors, une élève a par exemple parlé de la maison de son enfance et des beaux moments qu'elle y avait passés. Un autre élève a évoqué avec beaucoup d'émotion la maison de sa grand-mère en Guadeloupe et d'un vélo avec lequel il s'amusait. Et il expliquait aussi que sa grand-mère lui manquait beaucoup. Et un autre élève a évoqué Palavas-les-Flots, lieu où il est allé en vacances et où il a passé beaucoup de temps à nager avec ses cousins. Puis j'ai proposé un AQT sur le poème. Alors, AQT, je le rappelle, c'est Atelier de questionnement de texte, ce qui est une démarche qui nous vient de l'enseignement primaire. C'est une activité motivante qui permet aux élèves de construire un sens du texte, un sens collectif. Donc concrètement, pour Heureux qui comme Ulysse, après avoir demandé aux élèves de faire une lecture silencieuse du poème, au bas duquel j'avais mis quelques références pour les aider à comprendre, quelques notes pour les aider à comprendre quelques références, notamment en lien avec la mythologie, je leur ai demandé de cacher le texte et de dire ce qu'ils avaient compris du poème, avec le moins d'intervention possible de ma part. Alors, durant cette phase de négociation, de débat, d'échange autour du sens, et malgré la difficulté liée aux inférences, aux références historiques, géographiques, et malgré aussi le lexique, une élève se souvenait par exemple, se souvenait du mot ardoise qui apparaît dans le poème, mais elle ne comprenait pas ce que signifiait l'expression ardoise fine. Elle songeait à l'ardoise de l'école sur laquelle on écrit. Malgré aussi la syntaxe, les élèves ont dit que du Bellay partageait ses émotions, ça ils l'ont bien vu, qu'il exprimait des regrets. Ils avaient bien repéré la question et le sentiment exprimé par du Bellay quand il dit « Quand reverrai-je, hélas ?» Et ils ont aussi vu qu'il comparait deux lieux, qu'il était nostalgique. Ils ont utilisé ce mot.
cela a été l'occasion pour moi de faire le lien avec leur ressenti et ce qu'ils avaient dit précédemment dans leur réponse sur le mal du pays. Quand je les ai interrogés sur ce qu'ils pensaient de ce poème, un élève a dit, je le cite, hein, j'avais noté rapidement à la fin du cours ce qu'il avait dit, « Pour moi, c'est un beau village ». Puis quelques minutes plus tard, il a ajouté que ce poème lui rappelait le village de son enfance en Guinée-Bissau. Il a fait référence au vers de mon petit village fumait la cheminée, et s'est donc identifié à Dubélé et à l'évocation au souvenir du pays d'origine. Nous avons ensuite vérifié, en conformité avec la démarche de l'AQT, hein, nous avons vérifié les interprétations en faisant un retour direct et précis sur le texte. À la fin de la séance, une élève a dit aimer le suspense du poème. Ce sont ces mots. Et la difficulté à le comprendre. En creusant par des questions pour comprendre ce qu'elle voulait dire à travers le mot suspense, on a compris avec ses camarades qu'elle voulait dire le suspense du compréhension d'un texte qui s'est fait petit à petit et sa satisfaction de comprendre ce texte qui est un peu résistant. Une autre élève a dit qu'elle trouvait intéressant, je cite ces mots, hein, le mélange de plusieurs choses ensemble dans le poème. Elle appréciait le fait d'associer dans un même vers les deux lieux, celui du regret et celui où se trouve le poète au moment où il compose son recueil. Au lieu de reprocher au poète un langage un peu compliqué, une construction singulière, hein, ce à quoi je m'attendais, pardon, les élèves ont trouvé intéressant le travail sur les rimes et le langage poétique pour exprimer ses émotions. Alors, suite à cette séance, nous avons travaillé sur des réécritures du poème. Mon intention était de montrer aux élèves que des artistes contemporains s'en sont emparés pour parler d'eux au présent. Je me suis moi-même amusé à créer une réécriture sur le réseau social de la classe et un élève en a créé une à son tour. Il en a fait une parodie dans laquelle il évoque ses camarades avec humour et son village par rapport à Mantes-la-Jolie. C'était assez marrant. Nous avons poursuivi sur un entraînement à la lecture expressive de ce poème, celui de Dubélé, hein, par petits groupes, puis à une évaluation orale et collective de cette lecture à haute voix. Beaucoup d'élèves ont pris plaisir lors de l'évaluation pour faire cette lecture orale. Ils ont essayé de faire passer les émotions de Dubélé. Et 2 élèves ont même décidé de le lire en chantant. Pour conclure, je dirais que même s'il restait des zones d'ombre dans la compréhension de ce poème, et d'ailleurs mon intention n'était pas que les élèves comprennent tout, je pense que la démarche que je leur ai proposée leur a permis de se l'approprier, de prendre conscience qu'une œuvre littéraire reste actuelle, universelle, qu'elle leur parle et qu'elle est pour eux. Et qu'ils avaient les clés pour pouvoir la comprendre. Donner ces textes du patrimoine littéraire à nos élèves, c'est un véritable enjeu démocratique que nous ne devons jamais lâcher. Je vous remercie. Merci Loïc pour ton intervention. Donc, à l'issue de ces 2 présentations intéressantes, on va se laisser un petit peu de temps pour que tous ceux qui le souhaitent puissent poser des questions, pour avoir des compléments ou si vous avez aussi des choses à renvoyer. Donc, la parole est à vous pour tous ceux qui le souhaitent. Comme vous l'avez indiqué Viviane, hein, en demandant la parole. Alors moi, je ne suis pas sûre de voir tout le monde comme il faut, donc je veux bien que Viviane et Françoise, vous soyez vigilantes aussi sur qui demande la parole. Vous demandez la parole dans le chat, s'il vous plaît. C'est le plus simple, hein, parce que là, vous êtes très nombreux. Moi, je ne vous vois pas tous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je veux bien me lancer, Isabelle. Vas-y, Françoise. Je voulais demander à Loïc, quand nous avons préparé ce débat, il nous avait parlé, et on l'a mis dans le descriptif, de lecture actualisante. Est-ce qu'il peut nous dire en quoi cette pratique qu'il nous a présentée est une lecture actualisante, et ça actualise quoi?
Alors, merci Françoise. Euh, alors, euh, ça actualise, en fait, ma volonté, c'est de créer une proximité avec mes élèves. C'est-à-dire que, l'ayant donné ce poème une autre année, comme je le disais en début de mon intervention, à une classe de seconde bac professionnelle, qui en plus avait, à mon avis, plus d'inférences, plus de connaissances, puisqu'ils avaient eu un cours sur l'humanisme et la Renaissance, eh bien, n'étant pas à l'époque très expert de l'AQT, bon, pour plein d'autres raisons certainement, bon, c'était plutôt fastidieux, les élèves étaient passés à côté du texte, ils n'avaient pas trop apprécié, me semble-t-il. Et je crois que justement parce que j'avais peut-être pas créé cette, euh, cette proximité avec les élèves. C'est-à-dire que demandant cette année à mes élèves euh, qu'est-ce que c'était la nostalgie, le mal du pays, et j'ai essayé de créer une parole collective sur ce sentiment-là pour pouvoir les rassurer par rapport au texte que j'allais leur donner, tout en me gardant bien de leur dire, vous allez lire du Bellay qui va parler du mal du pays. Donc c'était un petit peu un coup de poker. Mais ça a fonctionné puisque assez rapidement, quand on a commencé l'AQT, des élèves ont dit, bah oui, bah en fait c'est la nostalgie, ils parlent, ils regrettent. En fait, ils ne comprenaient pas forcément le lexique, comme je le disais, mais ils ont assez rapidement compris l'évocation, le sentiment du mal du pays. Donc en fait, le fait d'avoir organisé un petit débat, c'est pas vraiment un débat d'ailleurs, mais c'est en tout cas une discussion sur, on part de chaque élève, on évoque bah, sa grand-mère en Guadeloupe, Palavas-les-Flots, etc. On a créé un univers, oui, une connivence entre les élèves et ce poète de la Renaissance, qui a vécu il y a très longtemps, qui n'écrit pas du tout comme eux, qui utilise en plus un langage qui, a priori, est hermétique, eh bien non, en fait, j'ai essayé de leur montrer qu'il leur appartenait, que c'était leur patrimoine à eux et que, bah, en fait, des Dubélé, ça pourrait être eux et aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si, François, je réponds clairement à la question. Oui, oui, tout à fait. C'est une question un peu rhétorique. On a effectivement dans le chat Pascaline qui vient d'intervenir et qui, donc je ne sais pas si tout le monde a vu ce qu'elle vient de décrire, montrer qu'on part d'eux. Après, quand on leur fait lire de la lecture classique, la majorité se disent qu'au final, ils ont des points communs avec des auteurs connus et reconnus. Donc oui, tout à fait, c'est ce que l'expérience de Loïc nous montre. Tu as parlé, Loïc, également à la fin de travailler, justement, il y a Béatrice qui va lancer le sujet aussi, mais tu as parlé des réécritures. Et donc, du coup, en quoi les réécritures, elles peuvent participer justement de la lecture actualisante et comment tu les as abordées avec les élèves, comment tu as mis ça en lien avec le texte et avec leur expérience? Je pourrais m'amuser, mais oui, si je prends dans mon, je pourrais m'amuser à vous lire le texte de mon élève Samy. En fait, il y a le plaisir de la langue et le fait de moi m'avoir vu commencer à m'amuser. En fait, j'étais dans le train, je crois que j'étais au Chesnay, j'étais fatigué, c'était un soir et bon voilà, je me suis amusé à reprendre la trame de Heureux qui comme Ulysse et puis j'ai rajouté, j'ai enlevé les noms de lieux, j'ai rajouté ceux de Mantes-la-Jolie, ceux de Versailles, etc. Et un élève ça s'est pris au jeu et puis a répondu en gardant cette trame-là. Donc là, c'est vrai que j'ai un petit peu orienté parce que j'ai voulu garder un peu les strophes et puis la syntaxe et les comparaisons de Dubélé. Donc l'élève en question s'en est emparé, il a fait comme moi. Mais par contre, il a voulu en faire un peu de l'humour. C'est-à-dire qu'il s'est un peu moqué de ses camarades en disant que la tour d'un de son copain qui habite à Mantes-la-Jolie, c'est un quartier, c'est dégradé. Donc, en fait, pour moi, il a dit, je prends du Bellay, je respecte, ok, mais je le fais à ma sauce, je le fais à ma façon. Et là, pour moi, il y a réécriture contemporaine, quelqu'un qui aime la langue et qui aime le travail d'un poète, mais qui
le fait aussi, le réécrit, il le fait à sa façon. D'accord. Alors Pascaline demande si tu ne l'as pas fait devant eux, mais que tu leur as montré. En fait, les élèves, c'est les élèves qui ont écrit finalement leur réécriture du poème. Non, ça c'était très honnêtement, c'était pas du tout prévu dans la séquence, ça. Comment dire, l'évaluation, c'était plutôt une lecture expressive orale. Ça, tous les élèves se sont entraînés par binôme ou par trinôme, et après, ils sont passés un par un à l'oral et on les a évalués collectivement avec une grille qu'on avait construite ensemble. La réécriture, elle a été faite par moi, par un élève, et puis je leur ai présenté la chanson de Ridan, et puis je ne sais plus quoi, je crois qu'il y avait encore autre chose, mais voilà, tous les élèves n'ont pas réécrit le poème. Ça aurait D'accord. pu être envisagé, hein, c'est une très bonne idée. Hein. Je crois que j'aurais pu aller jusqu'à là, ça aurait été vraiment une appropriation de chacun. Oui, tout à fait. Alors, je vais essayer de prendre les questions qui apparaissent dans le chat dans l'ordre. Une première question pour Hélène d'Ariane, qui a lu donc, dans le café pédagogique la présentation de l'arpentage et mémoires d'Adrien et qui fait référence aux critiques que tu as dû essuyer, assez nombreuses parfois sur Twitter, voire virulentes. Et donc, comment toi, tu as perçu ces critiques? Je m'en fiche, franchement. Voilà, je sais ce que c'est que d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, oui, effectivement, c'était mon premier shitstorm, c'est-à-dire la merde de taureau, clairement. Je bloque. Vous savez, c'est comme quand vous rencontrez des gens dans un repas de famille ou ça qui vous disent des trucs où vous dites ah bon ah bah non, en fait, je discute pas avec vous. Enfin, vraiment, ça m'aurait intéressé. Par exemple, je sais pas, il y a Loïs Bono ou des gens comme ça, enfin, qui a même fait un article sur moi. Il paraît que c'est la consécration ultime. En fait, oui, rencontrons-nous dans la vie. Enfin, moi, j'ai envie de dire, ça m'intéresse pas le débat sur Twitter. Je suis pas sur ce média social, enfin, sur ce réseau social pour ça. Je trouve que c'est pas le lieu de l'échange. Donc, j'ai bloqué. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient on te soutient, super sympa, mais je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai 50 ans, j'ai vécu des choses pires dans ma vie, enfin, les choses graves, c'est la maladie et la mort, les critiques sur l'arpentage, sur Twitter, bon, ça veut pas dire que je suis pas prête à en discuter en vis-à-vis, hein. Enfin, je veux dire, c'est, voilà, chacun son cercle d'échanges pédagogiques et voilà, moi je suis pas du tout fermée, j'ai des amis à droite, voilà. Je peux parler avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. En ce moment, j'ai un débat serré et méchant avec un journaliste du Monde que j'aime beaucoup sur l'écriture inclusive et je trouve ça très enrichissant et on s'aime beaucoup et voilà, des inconnus qui m'alpaguent sans savoir le quoi, le qu'est-ce, qui nous... Ah non, ça m'est égal. Il y a des gens à qui j'ai proposé qui l'ont fait beaucoup moins agressivement. Enfin, moi, j'agresse personne sur Twitter, hein, en fait, jamais. Je leur ai dit en MP, si vous voulez parler, ok. Souvent, j'ai eu peu de réponses ou des excuses. Voilà. Ça, cette dimension-là, non. Il y a des choses qui me font plus peur dans la vie, hein, et je suis une trouillarde par ailleurs. Hein. Je ne vais pas faire ma Wonder Woman, mais là, sur ce sujet, non. C'est pas... Ce qui m'importe, c'est le retour des élèves, pas le retour des gens sur Twitter. Voilà. Alors, il y a une question de Chloé, mais à laquelle on va pouvoir répondre facilement, c'est que l'arpentage, c'est la première entrée dans l'œuvre, c'est-à-dire que les élèves ne l'ont pas lu avant. Non, après. pas du tout. Et voilà, rien lu avant, ils découvrent, c'est la première lecture, elle se fait par l'arpentage. Alors, Chloé, je réponds quand même, risqué que certains ne la lisent plus, bien sûr, mais je ne sais pas qui parmi nous peut dire que 100% de sa classe a lu un livre quand on l'étudie. Hein. Moi, j'ai quelques élèves qui sont devenus des amis et qui maintenant sont un peu âgés, parce que ça fait 20 ans que
Il y en a un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais 93, quand tu nous l'avais fait étudier en seconde, mais je l'ai jamais lu, tu étais folle. On ne l'avait jamais lu, en fait. Donc, que ce soit arpentage ou pas arpentage, quelle que soit la pratique, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous puisse s'assurer que les élèves ont lu à 100% le livre, comme nous, on entend ce que c'est que lire un livre. Voilà, c'était juste pour compléter. Ouais, et juste, je trouve que ton expérience pose comme question vraiment intéressante, c'est qu'on s'interroge sur ce que c'est que lire intégralement une œuvre, quand on doit lire une œuvre intégrale. Enfin, un élève qui n'aura lu que les 12 pages, mais qui aura quand même eu cette vision complètement globale de l'œuvre par les échanges collectifs, est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas du tout lu l'œuvre intégralement? Alors, il ne l'a pas lu vraiment in extenso, mais est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de permettre aux élèves qu'ils connaissent l'intégralité de l'œuvre sans forcément l'avoir lue intégralement, dès lors qu'on sait très bien que beaucoup d'élèves ne lisent pas du tout les œuvres ou les lisent très peu, ne vont pas jusqu'au bout, voilà. Et inversement, des élèves lisent intégralement l'œuvre sans que cela ne leur apporte rien du tout. Enfin, je veux dire, j'ai des élèves qui m'ont dit, madame, je l'ai lu en entier, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette note-là, alors que j'ai bien lu du début à la fin et que, enfin, voilà, la question de qu'est-ce que c'est lire un livre, je crois qu'on peut tous et toutes ici se la poser. On a cette vision très normative, très restrictive. Je trouve que et je trouve toujours que la question de la poésie ou du théâtre nous replace différemment parce que, comme moi, sans aucun doute, vous avez reçu des parents qui disent « ils lisent pas ». Mais je dis « mais il lit pas, il lit pas ». Mais je dis « c'est quoi lire pour vous ?» Ben, clairement, pour les parents, c'est lire des romans modèle 19e, romans réalistes, du début à la fin. Et voilà, c'est ça lire. C'est ça lire. Et je ne sais pas qui parmi vous a lu enfin, moi, ça m'arrivait de lire un recueil de poèmes de A à Z. Il faisait 1000 pages. Je peux vous dire ce que c'était. Hein. C'était Jacques Jouet, n'avait linge, œil de vieux. Alors, ça fait 2 fois que je le cite. Ce n'est pas mon auteur de prédilection, mais j'aime bien. Mais en dehors de ce recueil de poésie-là, ça ne m'est jamais arrivé de lire un livre de poésie de A à Z en commençant par la page 1 et en finissant par la dernière page. J'ai toujours eu des réseaux, des rhizomes. Autrement, idem au théâtre, hein, enfin, sauf dans ma pratique scolaire, évidemment. Alors, toujours pour toi, Hélène, il y a une question d'Ariane qui te demande de préciser la phase de déambulation, que tu as appelée déambulation. Oui. Alors, il se trouve que... Alors, j'ai donné l'exemple là de cette future Classroom Lab que peu de lycées ont. Et, alors, c'est une salle qui est constituée de 3 espaces différents, séparés par des vitres, où on peut écrire sur tous les murs. Tous les murs, en fait, sont des tableaux. Mais je vais prendre un autre exemple. Parce que cet arpentage, je l'ai fait aussi dans un festival de poésie, littérature qui s'appelle Piroisie. Et en fait, il suffit d'avoir des grandes feuilles à 3 ou à 4 ou des post-it. Ça peut être fait avec des post-it aussi. Et l'idée, c'est, moi, la partie que j'ai, j'en rends compte sur un post-it, sur une feuille de paperboard, avec un Velleda sur une fenêtre ou sur un A4 que je colle avec de la pâte à fixe sur un mur. En l'occurrence, à Piroisie, ce festival, je l'ai fait dans une maison, cet arpentage. Et j'avais récupéré un paperboard et puis on a collé avec du scotch sur les murs de la maison. Et la phase de déambulation, c'est quand on a fini d'écrire. Et puis, il y a un moment où tout le monde a fini d'écrire, ben, on va lire tout ce que les autres ont écrit. Et quand on les croise, on leur dit « c'est toi qui as écrit ça, tu peux me demander ça ?» Et cette phase de déambulation autour de ce qui est affiché sur les murs, que ce soit sur des petites tailles ou des grandes tailles, c'est un moment d'échange et de parcours de lecture sur un même livre. Et il ne parle pas d'autre chose. Je peux vous dire qu'il ne parle pas d'autre chose. Alors, question à vous deux. J'espère avoir été claire. Hein. Gaëlle qui demande si vous avez déjà eu recours tous les deux au carnet de lecture pour la phase de consignation des lectures. Loïc, je te laisse répondre. Oui. Ton micro, Loïc. Ton micro, Loïc. Pardon.
Oui, non, j'ai pas encore pratiqué le carnet de lecture. C'est pas quelque chose que j'ai encore expérimenté, mais c'est une très bonne piste. Alors, question de Julie qui, sur Moi la... non plus, hein, je l'ai pas, j'utilise pas. Il y a trop de choses à faire pour le bac de français, le carnet de lecture, ils peuvent même pas l'apporter au bac. Enfin, non, 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 j'ai abandonné ça. Question à nouveau pour Hélène de la part de Julie qui demande justement, est-ce que ça pose pas un problème au moment de l'arpentage quand tu distribues, que tu as divisé le livre en fonction du nombre de pages, si des élèves, ça s'arrête pour eux, ça s'arrête en plein milieu d'une phrase, par exemple. Est-ce que ça gêne les élèves, par exemple, de ne pas avoir une quantité de pages qui correspond peut-être à une unité ou un chapitre, par exemple? Et puis, elle demande quelle réaction ça a pu susciter chez tes élèves également, ce dispositif. Alors, sur le fait que ça s'arrête au milieu d'une page, au milieu d'un chapitre, au milieu d'une phrase, non, non, ça pose pas de problème. Des fois, ils disent, j'avais cette phrase, puis j'ai pas la suite, alors que j'aurais bien envie. Et au moment de la mutualisation, il y a quelqu'un qui dit, c'est moi qui ai la suite. Voilà, donc là, le puzzle se fait. Non, ça, que ce soit dans l'espace de la classe, ou comme je vous ai dit, au CMEA, ou dans le cadre d'un festival poésie, lecture, écriture, non, les morceaux se recollent, ça, c'est pas un problème. Et la deuxième partie de la question, c'était leur réaction. Oui. Oui, oui, c'est provocateur. Ouais. Oui. Ah, mais madame, vous n'allez pas faire ça. Ah ben non, vous n'allez pas déchirer un livre. Je dirais souvent, ça vous intéresse, les livres. Vous savez, ce qui est important dans le livre, c'est, enfin, pour moi, alors après, chacun et chacune ici, dans cette réunion ce soir, peut se questionner sur son rapport au livre. Hein. Moi, j'ai un rapport, moi, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est le contenu. J'ai pas de... Là, il se trouve que c'est des folios. Enfin, vous voyez, je l'ai fait 3 ans de suite sur les choses de Pérec. Et en fait, moi, mes cadavres de livres, comme je dis, je les garde dans ma bibliothèque. J'ai 4 cadavres des choses de Pérec. Et j'aime bien savoir que mes anciens élèves en ont chacun un petit bout. Et que moi, il me reste juste de la première à la 4e de couverture. Je les garde toujours. Je n'ai pas envie de les jeter, c'est parce que c'est le souvenir d'un moment. Alors voilà, j'ai peut-être la nostalgie du moment, mais oui, déchirer des livres, bien sûr que c'est provocateur. Pour moi, la dimension de cet hostie laïque et littéraire est supérieure largement. Largement, ouais. Merci. Alors, il y a beaucoup de remarques et questions, donc c'est pas évident d'arriver à suivre et d'aller dans l'ordre. Je sais, Chloé, qu'il y avait Louise qui demandait quel réseau social tu avais utilisé, et puisque tu en parlais, alors je retrouve... Twitter. Je lui ai Si vous répondu. tapez hashtag arpentage sur Twitter, vous allez trouver des photos de ces temps-là. Très bien. Alors, on peut peut-être revenir sur... Et juste un truc, je vois Pascaline qui dit « Je pense que cette démarche peut être transférable en pro complètement ». J'ai une amie très proche qui est enseignante en lettres-histoire en lycée pro, elle a fait les arpentages. Oui. Alors, pour compléter, je peux dire que moi, j'ai déjà des enseignants stagiaires qui l'ont testé l'année dernière en collège. Moi, je le pratique en licence. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mener à différents niveaux, en fait. Voilà. Donc, c'est complètement adaptable. Et c'est adaptable à des œuvres différentes aussi. Alors, il faut bien voir si ça peut coller, mais quand même, globalement, c'est très adaptable, ce dispositif. Et je le trouve particulièrement intéressant. On l'a fait avec des collègues du lycée un soir avec le livre d'Yves Rotter, comment les disciplines contribuent ou participent au décrochage scolaire. On s'est retrouvés, c'était il y a longtemps, il y a longtemps, avant Covid. Chacun avait amené qui une tarte, qui un gâteau, qui une bouteille, et on a fait ça sur sur un livre d'Yves Rotter que vous connaissez peut-être, qui
qui connaît particulièrement très bien la pédagogie Freinet, et sur comment les disciplines ont un impact sur la question du décrochage scolaire, comment elles participent ou au contraire comment elles luttent contre le décrochage scolaire. Et entre adultes, c'est très sympa. Enfin, moi, je le fais aussi entre amis sur des ouvrages d'économie parce qu'on n'y connaît tous rien et on s'est lu un Thomas Piketty comme ça et c'était pas mal. Alors, Sarah qui demande si c'est pas difficile de mener cette expérience quand on a une classe dans laquelle il peut y avoir des tensions. Est-ce que ça peut aider à la cohésion de la classe? En toute humilité, je ne sais pas. Je pense qu'on peut se poser cette question pour l'arpentage, mais pour tout moment, pour toute activité pédagogique, que ce soit du cours magistral, de la révision pré-bac blanc, je pense que toute initiative de mise en œuvre pédagogique, d'une didactisation d'une œuvre, on peut se poser cette question. Moi, il se trouve que l'année dernière, j'avais 2 premières et qui avaient un profil complètement différent. Et l'arpentage, je vais tomber dans le lyrisme, hein, mais ça a toujours été un moment de grâce, quoi. Alors, je voudrais revenir un petit moment sur le carnet de lecture qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a Gaëlle qui en parle. Alors, je ne sais pas si Gaëlle, vous voulez intervenir et puis nous parler de votre expérience du carnet de lecture avec vos élèves de lycée, visiblement. Ou sinon, s'il y a d'autres personnes qui veulent aussi intervenir sur le carnet de lecture. Oui, bonjour, je suis Gaëlle. En fait, je suis une collègue de Loïc, mais je suis au lycée général et j'ai des classes de lycée en lettres et je suis aussi enseignante en cinéma. Et j'ai découvert le carnet de lecture depuis l'an dernier, en fait, et je trouve ça mais très, très efficace pour consigner les lectures, et les élèves le rendent sous des formes créatives, un peu sous des formes de pop-up, même parfois. Enfin, ils laissent aller leur imagination. Et c'est vraiment, je trouve, un outil parce que je me suis aperçue, je leur ai dit, par exemple, pour préparer l'oral blanc du bac, allez vous appuyer sur votre carnet de lecture pour défendre l'œuvre que vous avez choisie pour le bac. Et puis, je me suis aussi aperçue que ça alimentait aussi la dissertation parce qu'ils répertorient dans le carnet de lecture des remarques, des commentaires qu'ils font eux sur certaines citations de l'œuvre. Et ça leur permet vraiment d'avoir un outil important, intéressant, qui leur appartient. C'est comme, en fait, j'allais dire, c'est comme s'ils s'appropriaient leur lecture. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je ne l'avais pas tant utilisé, parce qu'en effet, on nous a appris qu'au bac, ils ne pouvaient pas le présenter. Et puis finalement, je l'ai conservé et c'est devenu une habitude. Les élèves lisent un livre pendant les vacances, par exemple, et le consignent, et on en reparle après, je ramasse les carnets. Ou bien chacun fait une partie du livre de bac. Enfin bon, ça peut être libre aussi, quoi. Donc vraiment, je le recommande parce que ça peut vraiment être un allié de la lecture, en fait, et ça permet de faire passer la lecture à l'écriture. Je ne sais pas si on peut dire ça. Je crois qu'on peut. Enfin, on demandera tout à l'heure à Madame Hart. Je pense qu'elle aura beaucoup de choses à nous dire sur les carnets de lecture. Et peut-être Pascaline aussi qui peut nous faire part de ce qu'elle nous raconte là sur le chat, sur le carnet de lecture qui s'est inspiré de l'œuvre de Ben au musée Pompidou. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup accroché avec l'œuvre de Ben. Je ne sais pas si vous situez, au musée cette grande salle où on rentre comme dans une grande boîte, en fait, comme si on rentrait un peu dans sa tête. Et il y a plein de façons d'exploiter cette œuvre. Au début, j'étais partie sur l'idée alors, je ne sais pas si vous êtes au fait des nouveaux programmes en lycée professionnel, mais on doit maintenant produire un chef-d'œuvre dans lequel le professeur de français a toute sa place pour y participer, quelle que soit la filière. Et je trouvais l'idée sympa pour faire travailler mes petites CAP qui ont toujours du mal à produire un travail écrit construit et long.
Et le but, c'était de partir d'une boîte ou du format qu'elle voulait, soit un petit livre, soit un petit carnet, soit une boîte, soit ce qu'elle voulait. Et en fait, oui, je dis elle parce que c'est des CAP petite enfance. Hein, c'est pour ça que je dis elle au pluriel, parce que c'est essentiellement des filles dans la classe que j'avais. Et en fait, après, le but, c'était de mixer écrit et illustration. Donc, il fallait que dans cette boîte, elles mettent tout ce qui avait pu les inspirer à la lecture et à toutes les lectures qu'elles ont pu avoir depuis le début de la seconde, en fait. Donc, ça pouvait être des choses qu'elles imprimaient au CDI, des citations qu'elles avaient griffonnées, des citations qu'elles avaient réécrites, juste parfois des mots, parfois même la boîte. Et puis, en fait, elles ont tellement accroché que après, on a décidé de s'amuser à créer une histoire collective tout ensemble. Et comme ça permettait d'intégrer en plus les élèves à profil difficile, type Ulysse, dyslexique et autres. Et en fait, on a créé une histoire tout ensemble à partir de plein de mots qu'on avait piochés dans leur boîte à idées. Et voilà, bon, c'est pas un carnet de lecture très conventionnel, mais c'était une manière, si vous voulez, pour moi, de les amener petit à petit au carnet de lecture. Voilà. Très bien. Merci Pascaline. Vu l'heure, je vois l'heure qui tourne, il est déjà 18h15 et j'aimerais bien qu'on entende peut-être aussi Sylviane Haar sur toutes les questions qu'on a soulevées, le carnet de lecture, mais aussi les autres expériences qui ont pu être présentées, qu'on a discutées, si vous le souhaitez. Attendez, je peux aussi… Oui, moi, je ferai bien quelques commentaires. Vous m'entendez? J'ai donné la parole à Sylviane, Dominique. Juste après. Alors après Sylviane, c'est Dominique. Comme ça, c'est posé. Voilà. Ah, Sylviane est muette. Je ne vous entends pas, Sylviane. On ne t'entend pas, Sylviane, et il y a beaucoup d'interférences. Voilà, rallume ton micro. Je l'ai coupé, rallume-le. Vous pas? Il y a un bruit de fond, en fait. Il y a un bruit de fond. Un problème de contact du micro. Ouais. Bon, bah... Il y a énormément de bruit en fait et on ne vous entend pas du tout. Non. Est-ce que… Alors, écoute, est-ce que tu peux couper ton micro et m'appeler au téléphone? Peut-être qu'en attendant, on peut écouter Dominique. Vas-y, Dominique. En attendant, et Sylviane, je vais donc prendre le téléphone. Oui, moi, je vais être très bref. J'ai trouvé ces deux exemples complètement passionnants. Voilà, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les deux exemples partent du même constat. Les difficultés des élèves à lire, les difficultés des élèves à écrire, les difficultés des élèves à rentrer dans les œuvres. Et ces constats sont particulièrement préoccupants. On est en train de le découvrir à nouveau. À la sortie de la classe de 3e, on a un déficit visiblement tout à fait important en termes de lecture, de commentaires surtout. Et quand on a des commentaires, beaucoup de simples paraphrases. Donc, visiblement,
il y a un gros problème. Il y a des travaux qui sont en train de se faire là-dessus, mais le constat est extrêmement inquiétant. Voilà. Mais ce qui m'a semblé extrêmement intéressant, c'est que dans les deux cas, on parle de ce constat et on s'y coltine et on se dit comment on s'y prend. Et ce que j'ai trouvé, c'est j'ai essayé, en écoutant, j'ai essayé de chercher les principes qu'il y avait derrière. Et il me semble qu'un des premiers principes qu'on se trouve, notamment dans le premier exemple, c'est la rupture de la forme scolaire traditionnelle. On a une forme scolaire, on sort des lieux, on sort du temps, on sort de l'espace, on fait parler le corps, donc on coupe les morceaux, on déchire, on casse des formes. Et voilà, là, il y a quelque chose d'une forme scolaire qui est complètement bousculée. Après, il me semble qu'il y a aussi une autre rupture qui est extrêmement importante, et je pense que ça a été très, très bien dit, c'est la rupture contre les représentations sociales, scolaires, familiales, de la lecture intégrale, etc. Parce que autant dans les familles que chez les enseignants que chez les élèves, ce mot a une connotation très forte comme étant obligé, etc. Ou pas d'ailleurs, mais il faut travailler cette représentation de la lecture de plein fouet. Ça me paraît tout à fait important, et de travailler au-delà de simplement la classe qui passe très fort. Après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'idée tout à fait, ça c'est la pédagogie coopérative, hein, c'est l'idée que c'est le collectif et la singularité qui sont travaillés ensemble. C'est-à-dire qu'on apprend aux élèves à oser avoir un point de vue singulier et à le frotter avec celui des autres et à le mettre en discussion et petit à petit de s'enrichir. Mais en même temps, quelque chose de plus important, je crois, par rapport à la littérature, c'est que, notamment c'est dans le deuxième exemple, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, de laisser la place aux élèves pour qu'ils se rendent compte que chacun, ils ont un regard singulier, ils ont une façon d'entrer à leur façon, et qu'il y a 5, 6, 7, 8, 11, 12 façons de rentrer chacun dans l'œuvre, et que l'addition, la singularité est intéressante, et que tout a de la valeur. Tout a de la valeur. Ça me paraît beaucoup intéressant. Et du coup, dans la première séquence présentée, ce qui était peut-être encore plus important dans cette direction, c'est que chacun devient responsable dans la durée de son point de vue. Responsable dans la durée, ça dure, il faut tenir son point de vue, le garder, l'enrichir, le nourrir, mais il va tenir son propos. Ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Voilà. Et puis quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, notamment dans la deuxième en lycée professionnel avec les CAP, c'est la rencontre. Et j'ai trouvé ça assez magnifique parce que se conjugue la rencontre de soi. Les élèves, ils vont à la rencontre d'eux-mêmes. Ils sont autorisés à aller se penser eux, leur histoire, et c'est important. Mais en même temps, du coup, ils ont aussi dans la rencontre de l'autre, parce qu'ils entendent les rencontres des autres. Et voilà. Et il y a en même temps, tout ça se fait dans la rencontre d'une œuvre. Ça, c'est fantastique, hein, on tisse les liens, ça se croise, ça se croise, ça se croise. Et puis, quelque part plus important, on le voyait bien dans la deuxième, mais aussi dans la première, c'est quelque part la rencontre de l'humanité tout entière, que le livre est en train de dire et que les œuvres du patrimoine sont en train de nous faire rencontrer. Nous sommes des hommes de l'humanité et les œuvres nous permettent de tisser ce lien avec l'humanité. Je trouve que là, il se joue des choses extrêmement importantes. Et en plus, il y a une autre rencontre qui se fait, c'est la rencontre avec l'enseignant. Parce qu'on voit bien combien la lecture de l'enseignant, la lecture orale de l'enseignant, l'histoire de l'enseignant qui dit « moi j'aime ça, moi j'ai appris ça par cœur, et ça me passionne, et moi j'écris ça », il y a ces rencontres qui se tissent autour de l'œuvre, avec l'œuvre, etc. Et donc là, on voit bien que la forme scolaire est extrêmement interrogée, elle est reconstruite avec des stratégies qui provoquent la surprise, qui provoquent l'émotion, qui provoquent la persévérance, on s'accroche, on est sur quelque chose de cohérent qu'on partage. Je crois que là, au-delà des formes des uns et des autres, c'est ces principes-là qui me semblent intéressants comme une autre rencontre avec la littérature. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de construire. Voilà, en tous les cas, merci pour ces deux exemples-là. Voilà, j'ai fini. Merci Dominique. Donc, on donne la parole à Sylviane. Vous m'entendez là? Un peu mieux, oui.
C'est bon? C'est suffisant? Ça suffit. Voilà. On passe par le téléphone, hein? Oui. Et coupe ton micro. Voilà. Je l'ai coupé. Hein. Vas-y. Là? Oui, c'est mieux, me semble-t-il. Non, ça fait écho. Bon. C'est fort dommage parce que j'avais un certain nombre de points à soulever. Non, c'est pas possible. Ça va pas. Non. Écoute, ce que je te propose, si tu veux, c'est peut-être d'écrire quelques points que je vais envoyer à tout le monde demain, parce que là, j'avoue que... On coupe son micro, peut-être, effectivement. Non, mais oui, c'est un problème. Ouais. Je pense que tout le monde tout le monde n'a pas le micro coupé. Il y a Liliane et moi, mais sinon. Si, je vérifie à chaque fois. Et tous les micros sont. Ah, Sébastien Pont, voilà, je coupe. Mais je coupe les micros systématiquement à tout le monde. Mais c'est le problème, visiblement, c'est le micro de Sylviane qui ne fonctionne pas. Et en fait, les bruits qu'on avait au départ, c'était des bruits qui venaient du micro de Sylviane. Donc là, on ne peut rien y faire, hélas, j'en suis désolée. Hein. Alors, ouais, c'est vraiment dommage. Non, c'est vrai ce que dit LJ à tout le monde. Il faudrait que Sylviane ne s'écoute pas sur ses haut-parleurs. Il faudrait qu'elle parle sans s'écouter. Il faudrait qu'elle coupe ses baffes, peut-être. Ah oui. Peut-être, ah oui. Non, là, on ne va pas y arriver. Désolée. Dommage. Ah oui, c'est franchement dommage. Karine, est-ce que tu veux intervenir parce que tu as fait une remarque tout à l'heure sur le chat que je n'ai pas reprise parce que ça défilait beaucoup. Et donc, tu as parlé de l'engagement en fait, que tu constatais chez Loïc et Hélène et la posture qu'ils adoptaient eux-mêmes, très impliqués finalement de leur personne. Et tu trouvais ça comme Oui, mais ça rejoint complètement ce que proposait donc Dominique dans sa synthèse avec ses principes. Et je crois que les deux témoignages de nos collègues montrent à chaque fois un réel engagement du côté du professeur. On est quand même professeur de lettres dans un rapport, en effet, qu'il faut toujours interroger dans un rapport à la littérature, ou peut-être que c'est perçu par nos élèves comme de la prescription, comme un pensum, comme cette course aussi pour les collègues en tout cas qui sont en lycée, cette course vers l'EAF. Donc, où sommes-nous, comme disait un petit peu Hélène, est-ce qu'on se montre lecteur? Est-ce qu'on se montre en train d'écrire? Est-ce que nos élèves nous voient lire, nous voient nous passionner pour des ouvrages? Très peu, semble-t-il. Et donc, c'est intéressant qu'à chaque fois, dans ces deux dispositifs, il y avait quand même une implication parfois par bribes ou légère, ou vraiment là avec Loïc, l'exercice d'écriture et il le partage avec ses élèves, ça contribue certainement à la connivence ou à une envie pour l'adolescent d'entrer à son tour dans cette œuvre. Mais Alors, Dominique l'a très bien dit, hein, voilà, elle l'avait déjà dit, donc... Mathieu, oui, on a le temps pour une question, si tu en as une, bien sûr. Ouais, je suis désolé, elle me vient tout d'un coup là, mais je remarque dans les deux expériences, il y a un rapport très fort entre la lecture et l'écriture, notamment écrire sur les murs, bon, pour d'autres écrire dans les carnets, etc. Ma question un peu anarchique et un peu improvisée sur est-ce qu'on peut entrer dans la lecture sans entrer dans l'écriture, ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on ne devrait pas insister là-dessus aussi un peu? Voilà. Je peux apporter une réponse
Hélène, vas-y. très très courte, qui n'est pas du tout théorique et sans recul, hein. Je pense qu'on a tout adolescent, toute adolescente, à un moment, à recopier une citation qu'il aimait. Ne serait-ce que recopier, c'est déjà écrire. Enfin, vous voyez, ces phrases, ces vers qu'on... Je sais pas, c'est une forme d'appropriation. Voilà, je réagis à la question de Mathieu comme ça. Je pense que c'est une expérience assez universelle de recopier des phrases qu'on a lues et aimées. Peut-être il y a un mot, moi, qui m'est venu au moment des 2 présentations aussi. Ça va un peu avec ce que disait Dominique sur la rencontre. Il me semble que voilà, le mot partage est extrêmement présent finalement. C'est qu'il y avait un partage entre les élèves, il y avait un partage entre les élèves et les enseignants, il y avait un partage de l'œuvre. Enfin voilà, il y a vraiment cette dimension du partage qui me semble assez essentielle finalement et qui fait qu'on est en train de créer, du coup, quand on fait tout ça, une espèce de communauté où on a plaisir à lire ensemble et à partager ensemble, à écrire ensemble. Voilà, bah oui, la communauté, hein, Dominique notamment, mais effectivement, et il me semble que c'est ça qui permet finalement que les élèves rentrent aussi dans les œuvres. En fait, ils ont besoin de sentir qu'on n'est pas dans la distance. Parce qu'il y a toujours quelque chose de très distancié finalement. On a des œuvres au programme, on choisit dans les œuvres et voilà, on impose des œuvres à lire. Et il y a comme une distance même entre nous et l'œuvre qu'on choisit. Et que là, ces dispositifs qui ont été présentés permettent de montrer que nous non plus, nous ne sommes pas dans la distance, qu'il y a un vrai partage avec eux et un partage des œuvres qu'on a choisies, donc qu'on aime, qu'on a envie de partager avec eux parce qu'on pense que ça va leur apporter quelque chose. Même si Hélène, tu dis que tu n'as pas retrouvé le plaisir de tes 19 ans, il n'empêche que ce plaisir des 19 ans, il est là quand même et que voilà, ça peut parler véritablement aux élèves que tu as qui ont 16, 17 ans. Voilà, tu peux partager le plaisir que tu avais toi à 19 ans avec eux. Exactement, et je dirais même que c'est encore plus crucial en ce moment. C'est-à-dire, quand tu parles de partage, bah, le contraire du partage et de la communauté, c'est la solitude. Je me suis aperçue après coup que déchirer le livre et de leur donner les pages, c'était pas hyper Covid-friendly, mais bon, j'ai pas fait attention à ça. Et pour compléter ce que tu dis et ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, c'est très étonnant. D'ailleurs, cette année, j'ai au moins trois élèves différents qui m'ont demandé, qui sont passés en terminale et qui m'ont demandé est-ce que je peux venir dans votre cours faire la lecture, l'explication linéaire sur Adrien là. Enfin, et là, c'était la veille des vacances. Vous voyez, c'était avant cette fameuse disserte là où il est venu faire. Il y a 1000 personnages qui habitent en moi là. Le passage 68-69. Bon, c'était pas des personnages divers régnaient en moi tour à tour. Il m'a dit j'aimerais trop la refaire cette lecture. J'avais adoré. Il faut rappeler, je n'aimais pas le livre l'année dernière, mais maintenant ça me parle. Et il se trouve que cet élève-là, je sais comment il a été touché par les mémoires d'Adrien. Hein. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi des choses qui sont dans des choses qu'on ne se dit pas. Mais ça m'a fait super plaisir et même si moi, je ne relis pas cette œuvre comme je l'ai lue à 19 ans parce que je l'avais lue dans la Villa Adriana, où voilà, cette espèce de rencontre aussi, voilà. Mais eux, ils la vivent et voir cette rencontre chez les adolescents et adolescentes, c'est super parce que le questionnement sur la vie et la mort, l'amour, la sensualité, la nourriture, les animaux, bah, c'est pour tout le monde, quoi. Hein. Et donc, juste pour dire, je suis un peu longue, excusez-moi, mais ce que tu dis, Isabelle, sur la communauté, la rencontre, le collectif en ce moment-là, là, plus que jamais, quoi. Envoyer des élèves, leur dire après les vacances, vous lirez Iphigénie et à la rentrée, vous aurez un questionnaire, pour moi, c'est l'impensable maintenant. Et je l'ai fait, hein. Oui, bien sûr, on l'a tous fait, je pense, à un moment. Ouais. Alors, je vois qu'il est 18h32, mes garantes du temps vont sûrement me rappeler à l'ordre à un moment.
Alors, Nous allons peut-être clore en remerciant tous les participants, tous les intervenants. Dommage que nous n'ayons pas pu entendre Sylviane. Voilà. Dominique? J'ajouterais juste quelque chose là, peut-être parce que les œuvres proposées ne s'y prêtaient qu'à moitié, mais il me semble qu'il est d'une urgence absolue de considérer la littérature comme médiation. On a parlé de rencontre, mais c'est aussi une médiation avec le monde actuel, une médiation avec le monde passé aussi, pour regarder, on est dans des périodes de transition, de transformation, et les œuvres, et notamment les œuvres contemporaines, mais pas que, nous aident à comprendre ces transitions, ces passages. Et il me semble que là, le rôle de l'enseignant, il est d'accompagner ces médiations que la littérature peut apporter. Ce qui est très sous-travaillé par des questions fermées à l'école primaire ou même en collège, c'est l'autorisation à penser avec la littérature. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose, mais ce n'est pas que la littérature, hein, c'est la biologie, c'est l'histoire, c'est la même chose. Comment aujourd'hui penser les savoirs qu'on enseigne comme des médiations pour comprendre davantage le monde et en parler, faire rentrer le monde dans la classe et sortir de la classe. Il me semble qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on pense plus globalement sur notre rapport à la fonction, hein, des savoirs, des compétences qu'on fait travailler aux élèves. Mais ça devient d'une urgence absolue d'amener les élèves à penser par la médiation de nos savoirs, par la médiation des œuvres, par la médiation de nos interventions. On a un rôle encore plus urgent qu'avant. Voilà. Oui. Alors, du coup, Dominique, tu nous ouvres une perspective pour la deuxième rencontre autour de la lecture qui aura lieu le 14 avril. Ça me permet de faire la transition pour redonner la date pour que, si vous avez été intéressé, vous puissiez noter sur vos agendas. Donc, on se retrouvera le mercredi 14 avril dans les mêmes conditions, même horaire, etc., pour continuer de partager des expériences et d'aller, on a déjà une petite présentation en tête qui irait assez bien dans le sens de ce que tu dis, Dominique, sur la littérature comme médiation, comme compréhension du monde actuel, même quand il s'agit d'une œuvre distante dans le temps, par exemple, dans l'espace. Ok. Merci Isabelle, donc tu as bien dit ce qu'il fallait. Donc la deuxième, donc ces rencontres sont en deux parties. Donc nous nous retrouverons le 14 avril pour la deuxième partie de celle-ci et nous nous retrouverons au mois de mars pour la deuxième partie sur l'oral et le grand oral. Alors pour conclure, je vais dire donc vous remercier encore toutes et tous et dire que cette séance a été enregistrée. Donc, elle va être mise en ligne demain, et que vous allez recevoir, puisque j'ai toutes vos adresses Internet, vous allez recevoir les références et recevoir aussi les références bibliographiques éventuelles que vous nous avez demandées. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Bonnes vacances, quelqu'un le dit, pour celles et ceux qui les commencent. Ce n'est pas tout le cas pour tout le monde. Certains sont déjà en vacances depuis quelques jours. D'autres seront en vacances plus tard. C'est le lot des zones françaises. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Salut.